Je comprends les impatiences, mais je voudrais faire observer que les études techniques ont pris du temps, plus de temps que prévu, en raison des standards que nous exigeons désormais au Bénin. Elles sont maintenant achevées. Et les travaux de construction et d'équipement de ces écoles de métiers, de ces lycées agricoles, démarreront dans les tout prochains mois, avant la fin du premier trimestre 2025, sachant que les ressources financières nécessaires sont déjà disponibles à plus de 440 milliards de francs CFA. Ces programmes permettront notamment à tous les apprenants, quel que soit leur profil, d'acquérir des compétences en temps réel selon leurs besoins et ceux du marché du travail. Il est à rappeler, dans la perspective de cette révolution qui s'annonce comme pour notre secteur éducatif, le gouvernement finance depuis quelques années déjà la formation sur place et à l'étranger de plus de 700 nouveaux enseignants devant servir dans le sous-secteur. De même, un programme de recyclage et de perfectionnement est en cours de préparation à l'endroit des enseignants en situation de classe. Enfin, pour être complet sur ce sujet, je voudrais rappeler que le gouvernement a entrepris de mettre en place pour la rentrée scolaire 2026 6 lycées scientifiques et 2 écoles normales supérieures scientifiques de référence internationale. C'est dire, mesdames et messieurs, que l'année 2024 qui s'achève a consolidé nos acquis et poursuivi la dynamique au-delà de nos attentes. Fort de ce constat, je m'en voudrais de ne pas vous exprimer, honorables députés, toutes tendances politiques confondues, ma conviction, largement partagée par la plupart de nos concitoyens et qui se résume comme suit. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Honorables députés, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Vive le progrès, vive le Bénin. La journée mondiale de la migration n'est pas passée inaperçue en République du Bénin. Pour marquer l'événement, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, de concert avec la plateforme multi-acteurs de la migration au Bénin et la CSA, ont initié une journée de réflexion. Occasion pour passer en revue la situation des réfugiés, les voies et moyens pour améliorer leurs conditions de vie et leur intégration. Merci d'avoir effectué le déplacement ce jour
pour commémorer la 24e édition de la Journée mondiale dédiée aux migrants et aux migrantes à travers le monde. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour célébrer cette journée à travers deux stations de réflexion. La première sera donnée tout à l'heure et nous permettra d'avoir une meilleure vue sur le contexte sécuritaire lié donc aux enjeux de la migration pour la stabilité et la cohésion sociale entre les communautés locales ainsi que les communautés migrantes vivant dans notre pays. Dans l'après-midi, nous nous retrouverons au niveau de la Friedrich Ebert Stiftung pour donc échanger, écouter, mais aussi donner notre point de vue sur le thème intitulé « Migration féminine au Bénin, un combat entre résilience et espoir ». Cette plateforme est composée d'une équipe de journalistes, de juristes, de spécialistes, de migrants, d'ONG, etc. La plateforme a un bureau composé de 9 membres. Depuis sa création, elle s'est dotée d'une planification quinquennale et dans cette planification quinquennale, on puise dans chaque année pour faire une planification annuelle. En parlant du centre d'écoute, c'est un centre qui est ici à la Bourse du Travail. C'est fonctionnel par appel 24 heures sur 24. Son numéro, c'est le 51 01 36 51. Vous pouvez ajouter naturellement 01 devant, comme ça, changer. Donc le 01 51 01 36 01. Les jours ouvrants, nous recevons ici de 9h à 14h. Et parlant de la fréquentation depuis son ouverture jusqu'à aujourd'hui, on a déjà rencontré plus de 1000 migrants. L'objectif de cette journée était aussi de célébrer les migrants, leur rôle, mais aussi commémorer l'adoption de la Convention internationale sur la production des droits de tous les travailleurs migrants et leurs familles. Aujourd'hui, comme l'a si bien dit le SG Anselme à Moussou, nous célébrons ensemble avec la PMB grâce à une série d'activités et la commémoration de la 24e Journée internationale du migrant, qui en 2000 a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies comme la Journée internationale des migrants. Ce jour commémore donc l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs, migrants et des membres de leur famille. Il s'agit également d'une journée pour célébrer le rôle du migrant et la contribution que la migration apporte au développement. Et ce dernier point est un aspect que nous ne nous fatiguerons pas de souligner. La migration est une source de développement, de progrès et de richesse. La migration et la mobilité donc font partie de l'histoire, de la culture et de la vie quotidienne des peuples. Elle offre de nombreuses opportunités, mais pose en même temps de nombreux défis au niveau régional, national et local. En effet, malgré beaucoup de progrès réalisés ces dernières années dans la gouvernance de la migration, il existe encore des défis pour établir un cadre juridique adéquat qui protège les migrants, pour adopter des politiques favorables et des mécanismes de coordination et de protection appropriés. Plusieurs autres activités étaient aussi inscrites à l'ordre du jour. Les manifestations durent 3 jours. Déjà, il faut rappeler que dans le fond, les 6 mois constituent un sursis qu'offre la CEDEAO à ses États, pour ne pas dire façon de manifester la volonté ferme de la CEDEAO de voir ces États revenir sur leurs décisions, puisqu'il était clair et net que la décision avait été prise pratiquement depuis 1 an et que le délai conforme au texte de la CEDEAO est d'1 an pour que ce soit manifeste et en vigueur. Et ce délai prendra donc fin le 29 janvier prochain.
Donc c'est assez compréhensible qu'on se retrouve à la prise d'acte de la CEDEAO, mais qu'on ait ce sursis de 6 mois vient quand même à montrer qu'il y a une ferme volonté de ne pas voir ces États se départir institutionnellement du processus d'intégration de la CEDEAO. Mais dans le cas d'espèce, on se rend compte que cette décision est beaucoup plus une décision prise par le leadership, sans forcément une consultation institutionnelle du peuple, même si on a des manifestations de volonté de départ, ça et là, sur le plan des médias de ces pays, reste quand même à vérifier si le peuple, dans son appellation la plus ultime, est pour ce départ de ces institutions. Donc, de facto, il y a de fortes chances que les États concernés reviennent à de meilleurs sentiments par rapport à la CEDEAO si ces leaders-là ne sont plus au pouvoir. Sur le plan sécuritaire, le départ, s'il n'est pas suivi de mesures assez efficaces pour maintenir la coopération sécuritaire, ne sera pas constructif dans une perspective de régler cette problématique sécuritaire qui sévit dans tout l'espace ouest africain. Et donc, il urge de trouver les mécanismes de coopération afin que tous ces États conjuguent leurs forces déjà à eux-mêmes et ensuite les forces de leurs différents partenaires. Parce que vous vous rendez compte ici qu'il y a une discorde sur le partenariat à maintenir et à nourrir. De l'autre côté des pays de l'AES, on estime que les partenaires comme l'Union européenne, comme les pays membres de l'OTAN et tout ce qui va avec, ne sont plus des gens avec qui on a besoin de traiter. Et donc, on préfère se tourner comme des partenaires que sont la Russie, l'Iran, la Turquie et d'autres. Toutefois, ces partenaires continuent de travailler aussi avec les pays qui sont restés dans la CEDEAO ainsi que les partenaires traditionnels. Donc, il va falloir s'accorder pour éviter que cela sécuritairement n'empiètre ou n'aggrave la situation sécuritaire de tout l'espace. Il y aura pas de sécurité dans le Sahel sans que cette sécurité-là ne s'étende aux pays de l'espace ouest africain qui sont aussi en train de vivre les difficultés de cette crise sécuritaire. Sur le plan politique, c'est assez naturel qu'on devra constater une façon de revoir la chose, puisque de l'autre côté de l'AES, il y a un élan de souveraineté très appuyé, avec des décisions qui visent à rendre assez spécifique. Si d'aventure les principes de libre circulation des personnes et des biens devaient être affectés, on aura de graves conséquences économiques qui vont certainement être issues des barrières tarifaires, des douanes et de tout ce qui serait peut-être question de séjour pour les peuples. Et si cela venait à être, il y a de fortes chances que les peuples ouest-africains qui sont avancés dans leur intégration se retournent contre leurs leaders pour exiger qu'il y ait une coopération pour faciliter leur vie. Maintenant, est-ce que ces leaders vont trouver le moyen d'adapter leur politique à ce peuple? Ce serait une question de leadership une fois de plus, mais ce serait une nécessité parce que si ce n'est pas fait, ces leaderships ou ces gouvernements vont se retrouver une fois de plus en danger parce qu'on a un peuple ouest-africain de plus en plus conscient, de plus en plus vocal et de plus en plus tourné vers une intégration assez naturelle. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a inauguré jeudi au Caire le sommet de l'Organisation de coopération économique D8. Dans son discours, il a alerté sur les graves conséquences de la guerre menée par Israël à Gaza, ses effets au Liban et les récents événements en Syrie. La poursuite de la guerre d'Israël contre le peuple palestinien constitue une défiance aux résolutions et à la légitimité internationale.
Cela s'accompagne de dangers et de menaces liés à l'extension du conflit à d'autres pays, comme nous l'avons constaté au Liban et désormais en Syrie, qui subit des violations de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Cette escalade et le risque d'embrasement de la région auront des répercussions qui toucheront tout le monde, tant sur le plan politique qu'économique. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à soutenir le redressement de la Syrie où les rebelles ont récemment renversé le régime de Bachar el-Assad. Ces déclarations surviennent alors qu'Israël a pris le contrôle d'une partie du sud de la Syrie près du plateau du Golan annexé. Le tribunal correctionnel de Paris a tranché. Mathias Pogba, frère du footballeur Paul Pogba, a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour tentative d'extorsion et enlèvement. Mathias Pogba, désormais sous bracelet électronique, envisage de faire appel de sa condamnation. Une décision extrêmement sévère qui ne correspond pas à nos attentes. Donc je vais m'entretenir avec Mathias, mais je pense qu'on va interjeter appel, puisque la décision ne correspond absolument pas à la réalité de ce dossier et aux intentions de Mathias à l'endroit de Paul. Donc abattu mais pas mort. Mathias Pogba a été reconnu coupable d'avoir tenté d'extorquer 13 millions d'euros à son frère en 2022 avec la complicité de 5 autres hommes. Ces derniers ont été condamnés pour extorsion, enlèvement et séquestration en vue de commettre un crime. Le principal accusé, considéré comme le cerveau de l'opération, a écopé de 8 ans de prison. À l'exception de Mathias Pogba. Emmanuel Macron a décrété une journée de deuil national le 23 décembre pour rendre hommage aux victimes du cyclone Chido qui a ravagé Mayotte. Lors de sa visite, le président a constaté l'ampleur des dégâts et les conditions de vie extrêmes des habitants, privés d'eau potable et de produits essentiels depuis samedi. Selon les autorités, 31 personnes ont perdu la vie et plus de 1500 ont été blessées, dont 200 grièvement. Mais le bilan pourrait être bien plus lourd. Face à la situation, les habitants sont dans la détresse. Le manque d'eau qui commence à se faire ressentir. Et je dirais aussi les besoins de première nécessité. Pour l'instant, on n'a pas vu toutes les aides qu'on devait avoir. Enfin, pour l'instant, l'engouement en termes d'aide est encore assez petit. Donc on espère qu'à l'international ou en France, ils fassent le nécessaire pour que nous, on puisse avoir de quoi vivre. Emmanuel Macron a annoncé l'arrivée de renforts avec 180 tonnes de matériel livré par la marine française et un hôpital de campagne prévu dès vendredi. Il a promis que la moitié des réseaux d'eau et d'électricité seraient rétablis dans les prochains jours. L'immigration à Mayotte, un sujet brûlant qui alimente les tensions entre la France et les Comores. Après le passage du cyclone Chido, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui accuse les Comores de faciliter l'immigration clandestine, a proposé de durcir la politique migratoire. Il a déclaré qu'il voulait modifier le droit de la nationalité à Mayotte. Actuellement, les parents doivent prouver une résidence régulière d'au moins 3 mois pour que leur enfant devienne français. Le ministre souhaite ainsi allonger ce délai à 1 an. Il a également évoqué l'usage de drones pour surveiller les kwassa-kwassa, des embarcations utilisées par les migrants. Ces déclarations ont provoqué des réactions vives aux Comores. À Moroni, les autorités jugent ces propos inappropriés et rappellent que la France gère Mayotte depuis 1975. Ce débat accentue les tensions diplomatiques entre la France et les Comores, exacerbant un contexte déjà fragile, marqué par des enjeux complexes sur les plans humanitaires, politiques et identitaires. Cette situation a provoqué aussi l'écoulement de la rivière. L'Iran suspend l'application d'une loi controversée sur le port du voile. Ce projet, qui renforçait les sanctions contre les femmes ne portant pas le hijab, ne sera pas transmis au gouvernement pour le moment. Une décision prise après des discussions entre les principaux organes du pouvoir,
dans un contexte marqué par la crainte de nouvelles protestations. Nous avons demandé que ce projet de loi ne soit pas renvoyé au gouvernement et qu'il reste en suspens jusqu'à ce qu'une décision soit prise à l'avenir. Approuvée par le Parlement en septembre, cette loi prévoyait des amendes, des peines de prison et des sanctions pour les entreprises et travailleurs étrangers liés aux femmes sans voile. Elle imposait des mesures sévères comme l'utilisation de vidéosurveillance pour contrôler les infractions et des restrictions sur les déplacements. Cette suspension temporaire reflète les tensions internes en Iran. Les autorités tentent d'apaiser les divisions après les manifestations de 2022 déclenchées par la mort de Mahsa Amini. Une répression massive avait suivi, laissant plus de 500 morts et des milliers d'arrestations. Au Brésil, sur la célèbre plage de Copacabana, l'ONG Rio de Paz a organisé une manifestation pour interpeller le gouvernement au sujet des morts violentes d'enfants. Un sapin de Noël orné de croix rouges a été planté dans le sable, entouré de photographies de jeunes victimes, la plupart tuées par des balles perdues. Nous sommes à une semaine de Noël et la question que nous posons aux autorités publiques est la suivante. Comment sera Noël pour les familles de ces enfants, 48 pauvres garçons et filles, victimes de balles perdues? Depuis 2020, 48 enfants issus de milieux défavorisés ont perdu la vie de manière violente dans l'état de Rio de Janeiro. 37 d'entre eux ont été tués par des balles perdues. Il ne s'agit pas seulement d'enfants, mais aussi de familles. C'est le message que je veux faire passer. Nous devons nous aimer davantage les uns les autres. Cette situation est inacceptable. Tous ces enfants qui ont été tués, mon fils était un enfant heureux, mais il a reçu une balle dans la tête. Les familles endeuillées appellent à des mesures concrètes pour mettre fin à cette violence. Ces drames soulignent un défi majeur pour le Brésil, garantir la sécurité des enfants les plus vulnérables à l'approche des fêtes. Interrogé sur Bachar al-Assad, exilé dans son pays, Vladimir Poutine a déclaré jeudi ne pas avoir encore échangé avec le désormais ex-président syrien. Mais il n'exclut pas une rencontre. Le président russe a dans la foulée refusé de considérer sa chute comme un échec pour la Russie. Je n'ai pas encore rencontré le président Assad depuis son arrivée à Moscou. J'ai l'intention de le faire. Je lui parlerai sans aucun doute. Ils veulent présenter tout ce qui se passe en Syrie comme une sorte d'échec, une défaite pour la Russie. Je vous assure que ce n'est pas le cas et je vais vous dire pourquoi. Après tout, nous sommes venus en Syrie il y a 10 ans pour qu'aucune enclave terroriste n'y soit créée, à l'instar de ce que nous avons vu dans d'autres pays, par exemple en Afghanistan. Mais quid de l'avenir de la Russie en Syrie? Moscou, qui a soutenu le régime Assad pendant au moins 9 ans, fait preuve d'optimisme. Nous entretenons des relations avec tous les groupes qui contrôlent la situation sur place, avec tous les pays de la région. L'écrasante majorité d'entre eux nous disent qu'ils seraient intéressés par le maintien de nos bases militaires en Syrie. Le président russe s'est par ailleurs interrogé sur la volonté affichée par les Occidentaux d'établir des liens avec les nouveaux maîtres de Damas. Pourquoi veulent-ils s'impliquer aujourd'hui? Question posée par Vladimir Poutine.